Et comme annoncé en seconde partie de cette émission, pour jeter un regard sur l'actualité politique, sociale de notre pays et de l'étranger d'ailleurs, nous recevons Tipi Atchadam, qui est le président du Parti national panafricain. Maître Atchadam, bonsoir. Bonsoir mon frère. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. Je veux dire que ça fait longtemps qu'on ne vous a plus entendu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que vous n'êtes pas au meilleur, comment vous l'appelez, au meilleur baffle. Nous avons continué par parler, mais certainement vous n'avez pas l'écho. Mais nous avons continué par travailler, par parler sur les chaînes radio. Récemment, j'étais sur certaines radios ici à l'intérieur du pays. Oui, nous avons continué par travailler. Peut-être que vous n'avez pas les échos, mais les échos sont là dans la population. Et votre parti, comment il se porte? Le Parti national panafricain continue de travailler. Et qu'est-ce que nous faisons? C'est parce que nous nous sommes rendus compte que les Togolais ont besoin de formation. Ils ont besoin d'information et ils ont besoin de communication. Parce que quand on dit dans notre hymne national, Togolais debout, on ne se met pas debout quand on ne comprend pas un certain nombre de choses. Donc pour qu'ils comprennent, ils ont besoin d'information, de communication et de formation. Alors, sur quoi nous les formons? Justement. Nous avons ouvert une séance de formation hebdomadaire au siège du Parti national, du PNP à Agoy. Et chaque semaine, nous formons nos militants et puis d'autres sympathisants du PNP sur des thématiques précises. Nous les formons sur le budget. Comment le budget est-il alimenté? Comment il est dépensé? Parce que vous savez, quand vous arrivez au Ghana, à côté ici, c'est une dame en train de vendre du pont qui vous parle du budget. Et c'est un menuisier dans le quartier, dans le coin, qui vous parle du budget. Au Togo, le budget est resté quelque chose de séquestré entre les mains des techniciens des finances publiques. Il faut sortir le budget de là, le faire descendre dans le ghetto, pour que chacun en parle. Donc nous formons nos militants sur ça, nous les formons sur la démocratie, sur l'État. Quel est le fonctionnement de l'État? Et vous comprenez que nous sommes dans le rôle des partis politiques, c'est la formation, la citoyenneté des membres. Et très prochainement, le samedi prochain, tout se passe bien, nous avons un meeting public d'information et de sensibilisation ici à Lomé. Mais nous sommes aussi intéressés dans les formations, dans les thématiques. Nous faisons comprendre aux militants qu'en fait, tous ceux qui sont dans la fonction publique ont pour employeur le peuple. Le président de la République, Faure Gnassingbé, est un employeur du peuple. C'est nous tous qui le payons. Le carburant, sa sécurité, c'est nous. Les fonds alloués pour les élections, c'est le peuple togolais qui l'a alloué. Parce que vous entendez des gens dire, le président a remis de l'argent pour, Faure a donné de l'argent pour. Non, il ne s'agit pas de ça. Nous faisons comprendre aux militants que le président Faure a un salaire. Si son salaire est de 2 millions par mois, si on le retrouve en train d'offrir des cadeaux en termes de milliards, en principe, on devait l'interroger. Où est-ce que vous trouvez les milliards à distribuer alors que votre salaire ne le permet pas? Mais nous amenons nos militants aussi à comprendre que, en fait, nous sommes dans une situation d'indivision forcée. C'est-à-dire que quand vous prenez, par exemple, une arme que tient un agent de police, de gendarmerie, que tient un militaire, nous sommes en indivision sur cette arme-là. Une voiture RTG appartient à tous les Togolais en termes d'indivision forcée. C'est-à-dire que chaque Togolais et tous les Togolais ont un droit concurrentiel sur chaque atome du bien. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que le volant appartient à tel citoyen, les roues appartiennent à tel autre, mais sur chaque atome du bien, tous les Togolais se retrouvent comme propriétaires sur un bien public. Parce que c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable. Et donc, l'arme que tient un gendarme est la propriété de tous les Togolais, y compris le gendarme lui-même. Tous les agents de la fonction publique ont pour employeur l'État togolais, donc le peuple, y compris lui-même. C'est vrai que la notion d'atome a été dépassée parce que l'atome est désormais sécable, mais le terme est resté là. Donc, nous amenons nos militants à comprendre qu'en fait, tout ça là nous appartient. Pour faire comprendre aussi que ceux qui sont dans les RTG ne doivent pas rabrouer les gens, ils ne doivent pas être insolents parce qu'ils sont dans un bien public.
Et en quelle langue nous faisons nos formations? Nous faisons nos formations en français, mais nous faisons aussi nos formations en langue nationale. Et quand au PNP, nous vous parlons de langue nationale, nous entendons l'Akoso, le Mina, ou le Kabié, le Kasselemi qui est la langue parlée à Tchamba. Je ne voudrais pas dire le Moba et le Gourmantier, mais le Moba et le Gourmantier aussi, parce que c'est mes Wawa, je n'ai pas envie d'en parler, donc, mais c'est aussi des langues nationales. Pour vous, vous avez compris que ces formations doivent être le moment de rendre accessibles des choses, des informations dont tout le monde n'a pas forcément l'ampleur, la portée, n'a pas la possibilité d'avoir accès à ces informations, les rendre accessibles au peuple. Tout à fait, parce que parfois, donner l'information en français, c'est en même temps la retenir. C'est en même temps la retenir. Parce que on vous dit toujours qu'une grande partie des Togolais se retrouvent dans l'analphabétisme. Et quand vous voulez leur parlez en français. C'est aussi le problème de nos lois. Les lois sont écrites en français, dans un jargon juridique très compliqué. Mais là, demandez-vous pourquoi, quand il s'agit des élections, tous les partis politiques se retrouvent polyglottes tout de suite. Tous les partis politiques, à l'approche des élections, deviennent polyglottes. Donc, il faut faire en sorte que chacun accède à l'information. Parce que si ce n'est pas le cas, on va prêcher dans le désert et personne ne comprendra. Et à la limite, c'est d'autres qui vont déformer votre information. Alors, en fait, ces formations, puisque vous nous l'apprenez, que le PNP est dans une dynamique de formation, il y a beaucoup d'autres partis politiques qui le font aussi. Est-ce que, pour vous, les formations politiques, vous avez enfin compris que le peuple a besoin d'être formé? Absolument, absolument. Il faut le faire. Un peuple non formé, un peuple non informé ne peut pas défendre ses intérêts. C'est un peuple naïf, à la limite. C'est important. Et même parce que nous sommes un parti panafricain, nous formons sur des thématiques au niveau du continent africain. Comme par exemple les grands moments de l'histoire africaine. Parce que depuis très longtemps, l'historiographie africaine a été restituée par le professeur Anta Diop. Et donc nous formons aussi sur la parenté linguistique, la parenté des langues négro-africaines, sur l'unité culturelle et historique de l'Afrique noire. Parce que c'est par là qu'il faut passer pour faire un État fédéral de l'Afrique noire. C'est absolument indispensable. Vous ne pouvez pas faire de l'Afrique un État fédéral ou de l'Afrique de l'Ouest un État fédéral sans montrer aux Africains qu'ils ont la même origine, c'est-à-dire l'Égypte. Après, vous avez eu des empires, donc il faut leur donner des informations sur leur unité culturelle, leur unité historique. Mais vous savez qu'au Togo, on continue d'enseigner les éléments venus du Nord, les éléments venus de l'Est, les éléments venus de l'Ouest. Comment vous voulez que les Togolais se sentent un quand ils viennent de partout? Parce que dans la psychologie africaine, pour être un, il faut venir d'un même coin ou il faut parler la même langue. Et ça, je reprends toujours cet exemple-là. J'ai surpris à Lomé 2 personnes en train de discuter. Et a dit Abbé, mais Nianto Dédé, Amina pour dire nous sommes les mêmes. Et puis maintenant l'autre dit, Nianto Dédé comment? Sofiko. Ça veut dire que pour démontrer aux gens qui sont un, il faut leur prouver leur origine. Et donc nous enseignons aussi, nous avons des communications au Parti national panafricain sur les grands mouvements migratoires qu'a connu le monde négro-africain. Depuis la vallée du Nil jusqu'à aujourd'hui. Et quand vous enseignez ça aux gens, ils comprennent que les différences entre Evé, Minawa, Poso, ou Yoruba, ou Tem, ou Gourmandier n'existent que par notre ignorance. Donc les différences s'estompent tout de suite. Et vous avez un continent qui a toutes les potentialités, qui a tout le potentiel pour se développer et contribuer aux décisions sur la planète. Alors, enfin, ces formations que vous faites, sur qui vous appuyez pour les faire? C'est des ressources que vous avez au parti ou bien vous faites appel à des professeurs d'université et tout pour venir les faire? Tout à fait. On a des collègues, des amis professeurs d'université, des amis qui sont des formateurs, qui viennent, et comme par exemple sur des questions sur la loi, sur la descente, tout ce que les thèmes que je viens de vous présenter là, oui, on a des spécialistes, des personnes ressources, on a une banque de données de personnes ressources selon la thématique qui nous concerne, on invite la personne, et puis à côté, vous avez des gens qui traduisent au fur et à mesure, selon les langues représentées devant tout le monde à la salle. C'est-à-dire qu'au début de la conférence, on demande quelles sont les langues présentes. C'est ce que le Parlement européen fait. Mais en Afrique, on vous dit, non, il y a trop de langues chez vous, c'est pas possible de travailler ensemble. Mais vous savez combien la traduction prend à l'Union européenne, au Parlement européen? C'est des milliards de sous. Mais vous, on vous dit, quand vous êtes de langues différentes, contentez-vous de parler une qui vous est étrangère. Donc, c'est ce que nous faisons. En fonction des langues présentes dans la salle, nous faisons le travail et c'est traduit et nous faisons un effort de porter les concepts
dans les langues. Je ne dirais pas les langues locales, je ne dirais pas le vernaculaire, parce qu'il n'y a pas d'un côté une langue, des langues d'un côté, de l'autre côté, des langues vernaculaires ou des patois. Vous avez des langues qui ont réussi et d'autres qui ont moins réussi. Et ça, parce que ça, ces divisions-là font partie de l'anthropologie, des catégories de l'anthropologie coloniale. Et ça, il faut éviter d'utiliser encore ces expressions-là ou ces vocables. Vos formations, quels sont les groupes cibles? Ce sont les jeunes qui sont ceux que vous formez? Vous avez des étudiants, vous avez des jeunes artisans, vous avez des femmes, tout public intéressé, parce que nous estimons que c'est des informations qui intéressent tout le monde, sans distinction aucune. Notre problème, c'est d'être sûr de l'avoir prodigué dans des langues, n'est-ce pas, de l'avoir livré dans des langues accessibles à tous. Et jusqu'à présent, nous estimons que nous faisons ce que nous pouvons. Et Inch'Allah, je crois que les informations vont commencer progressivement à infiltrer les populations. Et vous sentez de l'engouement? Oui, bien sûr, parce que vous avez des gens qui sont surpris de découvrir qu'un président a un salaire. Les gens découvrent... Ça, c'est la chose la plus normale. Oui, mais le président a un salaire. Que ce serait pas normal que... C'est un employé, en fait. Oui, c'est un employé du peuple. Les gens découvrent qu'en fait, les voitures RTG nous appartiennent à... Oui, en fait, quand vous dites la surprise, ce qui me fait rire dans l'histoire, c'est que ça, c'est des choses tellement évidentes qu'on n'a pas forcément besoin de formation pour le savoir. Mais en réalité... Pour savoir que le chef de l'État, il est payé par le peuple, pour savoir que le véhicule RTG appartient au peuple. Oui, en réalité, les gens ne le savent pas. Ça paraît banal. Est-ce que ça ne montre pas quand même ce niveau assez faible de ceux qui militent au sein de partis aujourd'hui, et ne montre pas aussi l'échec des partis politiques sur le volet formation? Tout dépend de la gouvernance que nous avons jusqu'à ce jour. Oui, on va mettre tout sur le dos de la gouvernance, mais depuis les années 90, vous conviendrez que nous sommes entrés dans le multipartisme. Vous êtes rentré dans le multipartisme sans élection véritable, sans élection transparente, vous le savez très bien. Vous êtes rentré dans le multipartisme avec il y a des mecs qui distribuent de l'argent à l'ONU. Oui, mais il en a, il distribue, c'est à lui. Le fait est que le multipartisme, on est rentré dedans quand même. Il vous dit, je vous donne. On est rentré quand même dans le multipartisme. Ça veut dire que chaque formation politique qui naît devrait s'occuper du volet formation. Oui, les partis politiques l'ont fait. Ça ne veut pas dire, nous ne sommes pas en train de vous dire que le travail que le PNP est en train de faire est un travail de pionnier. Non, le travail n'est pas en train de commencer. Vous savez, les partis politiques... Oui, mais là, vous le dites, c'est pas en train de commencer, mais quand des notions aussi élémentaires que vous citez ne sont pas encore maîtrisées, ça veut dire en 25 ans, rien n'a été assimilé. Tous les Togolais ne sont pas dans une même classe. Et les Togolais... Ça fait quand même 25 ans. Les Togolais de 90 ne sont pas les Togolais d'aujourd'hui. Oui, mais ceux qui ont été formés hier. Il n'y a pas de transfert d'informations. Oui, mais vous avez des générations qui s'empilent. Ceux qui ont été formés hier ne sont pas là. C'est pas, vous n'avez pas une société statique. Vous avez une société dynamique. Ça fait 25 ans, monsieur le Président. Que 25 ans. Que 25 ans. Un enfant né en 90 à 25 ans, il a fini les études, peut-être même il travaille. Ce n'est pas que. Ce n'est pas que. Ce n'est pas que. 25 ans. C'est le quart d'un siècle. Et vous dites que c'est peu. Maintenant, les informations, la formation ne touche pas tout le monde. Mais ceux qui sont allés à l'école comprennent un certain nombre de choses. Mais ceux qui n'y sont pas allés, les questions des élections, les gens ne comprennent pas non plus. Les gens ne comprennent pas. Et comme je vous l'ai dit, par la gouvernance passée, vous avez un président qui vous donne de l'argent et il ne vous a jamais dit que c'est l'argent de l'État qui vous donne. Quand le gouverneur se soigne à l'étranger, ils ne vous disent pas, je me soigne sur votre dos. Et nous avons été habitués au fait que quand vous nommez ministre, vous célébrez la nomination. Vous fêtez. Parce que vous avez accédé à une classe, à un niveau. Donc c'est à vous, vous avez trouvé pour vous, comme disent les Ivoiriens. Et donc, c'est dans cette logique que nous avons évolué, au point où les gens se disent, bon, très bien, quand on est président de la République, c'est qu'on peut mettre la main partout, épuiser partout où on veut. Et ça fait même que certains sont entrés en politique. Parce que tout simplement, ils se disent que c'est le moyen le plus sûr pour gagner son pain, ou pour gagner mieux que le pain. Donc, c'est dans cette mentalité qu'on est. Donc, il y a le bas sur lequel on est passé, qu'il faut maintenant faire ressurgir dans la mémoire ou faire connaître aux populations. Et puis après, il n'y a plus de problème à cela. Vous savez, il y a des gens qui pensent que tout ce qu'on demande à un chef d'État, c'est qu'on le dérange. C'est responsabilité et tout ça. Voilà. En fait, il est élu pour ça. Oui, il est là pour ça. Même quand on parle de chef de l'État, quand il sort, c'est de lui seul qui parle. Il a une personnalité publique. Qu'il quitte le pouvoir, qu'il rentre chez lui à la maison et personne ne parlera plus de lui. Il y a des gens qui sont dans leur maison aujourd'hui, dans les chambres. Nous ne parlons pas d'eux aujourd'hui. On ne parle pas d'eux, on ne mentionne même pas leur nom, mais ils sont là. Alors donc, si vous êtes un homme public, vous devez souffrir. Qu'on parle de vous, quelle que soit la manière dont on le dit. Bon, maintenant, au PNP, nous, on est pour un débat libre.
un débat respectueux, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'insulte, mais nous disons ce que nous pensons être vrai pour la constitution de notre pays. Mais lorsque votre parti a été lancé, on a estimé que vous avez eu des propos pas trop courtois. Vous le reconnaissez aujourd'hui? Vous rapportez un seul propos? Nous enregistrons tout ce que nous disons. Et moi, quand je prononce un discours, de même que mes collaborateurs, nous avons l'enregistrement sonore et nous avons l'écrit. Même avant de sortir un discours, nous le travaillons pendant longtemps. Le PNP n'a jamais agressé quelqu'un dans le verbe. Jamais. Jamais. Ce n'est pas notre propos, ce n'est pas notre ambition. Vous connaissez des panafricanistes qui insultent? Vous en connaissez? L'enjeu même pour nous, c'est l'Afrique. Les micro-États dans lesquels nous végétons ne nous mèneront nulle part. Ce n'est pas viable. Alors un panafricaniste, au lieu de s'occuper de l'Afrique, perdrait-il son temps à parler des individus? Ce n'est pas une querelle de personne. La politique, ce n'est pas une querelle de personne. C'est un débat. Et donc si quelqu'un vous dit, oui, le PNP a eu des propos durs, posez-lui la question simple. Rapportez un seul propos dur, déplacé, du PNP ou du président du PNP ou d'un collaborateur. Il ne vous rapportera aucun propos. D'ailleurs, même ils enregistrent. Est-ce qu'aujourd'hui... Nous savons qu'ils sont là, nos mythes, ils enregistrent. Est-ce qu'aujourd'hui, le PNP se sent bien dans ce rôle d'opposition? Oui, bien sûr. Nous sommes tout à fait à l'aise. Et nous sommes tout heureux de contribuer. Je vous pose la question parce que la semaine dernière, le Togo a enregistré le 108e parti politique qui est né. Donc, vous êtes dans un univers où il y a beaucoup de choses autour de vous, beaucoup de personnes qui ont les mêmes idées, les mêmes ambitions que vous. Est-ce que vous vous retrouvez? Vous savez... Pour ce Togo, hein, c'est un parti politique. Oui, mais vous savez, je suis obligé de retourner à la gouvernance. Le Togo a commencé la transition démocratique en 1990, comme vous veniez de le dire. Mais nous sommes aujourd'hui dans un processus bloqué. Et dans un tel processus, il y a une sorte d'agglutination des acteurs. Donc tout le monde vient s'agglutiner parce que la porte est fermée. Et parce que le jeu politique n'est pas libre et transparent, le champ politique ne se décante pas. Sinon, le champ politique, c'est comme le champ économique. Il se décante de lui-même par la loi de la concurrence. Maintenant, tout est bloqué. Tous les partis politiques nés de 90 à aujourd'hui sont bloqués. Maintenant, dites-moi, nous avons 100 partis politiques. Si on vous dit, quels sont les partis politiques qui, depuis leur naissance, ont organisé 1, 2, 3 meetings? Vous n'allez pas avoir 100 partis politiques. Demandez-vous quels sont les partis qui continuent de fonctionner. On ne vous dira pas qu'il y a 100 partis politiques. Donc, il y a des partis politiques qui sont là. C'est comme des organismes vivants. Hein? Les partis politiques, c'est comme des organismes vivants. Ils meurent, ils naissent plutôt, ils meurent. Il y en a qui ont une durée de vie, une espérance de vie plus allongée, mais il y en a qui s'essoufflent plutôt. Mais dans tous les pays du monde, vous avez 3 ou 4 partis politiques, ou au plus 5 qui s'échappent du lot. Aux États-Unis, vous n'avez pas que les républicains et les démocrates, vous avez beaucoup d'autres partis qui sont là. Oui, mais si on vous fait la liste des partis politiques aux États-Unis aujourd'hui, vous allez être surpris. Mais dans l'aspect général des choses, quand un observateur non avisé, en tout cas quand vous observez à la lettre, au pied de la lettre, la politique américaine, vous avez l'impression que vous n'avez que 2 partis politiques. Ouais. Mais c'est aussi l'expression de la liberté, avoir 100 partis politiques. Il n'y a aucun problème à cela, il n'y a aucun mal à cela, même si nous avons 1000 partis politiques. Moi, mon problème, c'est qu'on laisse la lutte libre. Il faut éviter que le parti politique au pouvoir s'accapare les fonds publics, s'accapare l'administration publique à son propre profit. Donc, s'accapare les ressources humaines et les ressources financières de l'État pour son propre fonctionnement. C'est ce que je vous disais à l'instant. Oui, la TVT et la radio Lomé et Kara appartiennent au pouvoir. Bon, les partis de l'opposition n'ont pas accès, mais c'est des médias d'État. Aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que des efforts ont été faits, où il y a des émissions qui s'animent sur ces médias, où on invite quand même des acteurs de l'opposition, ce qui n'était pas le cas il y a encore 15 ou 20 ans. Quand vous êtes un étranger au Togo, arrivé au Togo, vous suivez la télévision togolaise, vous n'avez pas l'impression d'être dans un pays multipartite.
juste la TVT. Quand vous suivez la TVT, vous n'avez pas l'impression d'être dans un état multipartite. Mais quand vous regardez... D'abord, si le journal dure 45 minutes, on vous parle du chef de l'État, 30 minutes. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Hein. Si, on vous parle ça n'existe plus. Si, le mouvement du chef de l'État... Quand vous regardez quand vous regardez le journal, à part peut-être les conseils des ministres ou des activités du chef de l'État, il y a des jours où on commence le journal sans même parler du président de la République. Monsieur Niaoui, je suis la TVT, où on ne parle pas de lui, mais quand on veut parler de lui, on commence par lui et on met du temps. Oui, mais s'il a fait une activité importante... Deuxième chose, comment vous expliquez la multiplication des antennes sur toutes les chambres? C'est le TV7, c'est le LCF que les Togolais suivent. Hein. Qu'est-ce qui a causé cette désaffection? C'est une bonne nouvelle pour nous quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Heureusement qu'il y a des chaînes comme les vôtres. Qu'est-ce qui explique la désaffection des Togolais vis-à-vis des médias d'État? Combien de Togolais captent la radio Lolo, la radio Kara? Est-ce que c'est typiquement togolais? J'écoute le même débat au Bénin, par exemple, où les gens ont une désaffection vis-à-vis de l'ERTB. Vous avez le même débat en Guinée, par exemple. Dans plusieurs pays africains, c'est la même chose. En Guinée, ce n'est pas encore très loin de notre situation. Mais au Bénin, c'est peut-être un choix des citoyens béninois. Mais ici, c'est un choix. Parce que, Monsieur le Président, je vous promets que si vous captez ORTB, si le président béninois, Thomas Boni Yahi, fait une activité, ça fait 15 minutes de reportage. Je vous le promets. Oui, ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Si c'est comme ça, ce n'est pas parce que ça existe au Bénin. Vous semblez invectiver le Togo, mais le Togo a quand même fait des efforts aujourd'hui qu'il faut reconnaître qu'il y a un traitement de l'information au niveau de la TVT qui a beaucoup évolué. Monsieur Niaoui, vous m'avez posé une question sur le Togo. J'ai répondu sur le Togo. Si vous citez encore un mauvais exemple, je dirais que c'est mauvais. Donc le cas du Bénin est aussi un mauvais exemple. Je ne vous ai pas dit en vous répondant sur le Togo que le Togo est solitaire. Je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit que le Togo est solitaire dans cette situation. Non, je fais le tableau togolais. Maintenant, vous produisez un autre tableau qui est similaire à l'autre. En tant que panafricaniste, donc il est mauvais aussi. En tant que panafricaniste, je déplore ça aussi sur le territoire africain. Je le regrette. Je le regrette. Combien de Togolais captent Radio Kara? Toutes ces antennes, c'est pour vous. Maintenant, les gens ont la chance de s'abonner et puis bon, voilà. C'est ça le vrai problème. Donc, vous avez une situation dans laquelle tout est mis à disposition du pouvoir. Vous voyez tous ces véhicules RTG pour la campagne du président de la République. Combien de véhicules vous voyez quand un candidat de l'opposition se déplace? Donc, dans des conditions comme ça, le système est bloqué et il y a une sorte d'agglutination, comme je le disais, et le champ politique ne se décante pas. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de partis politiques. Maintenant, le fait qu'il y ait beaucoup de partis politiques, c'est une grille qu'on propose aux Togolais, qu'ils choisissent, mais en connaissance de cause. Mais encore faut-il que les élections soient transparentes. Si ça avait été fait depuis les élections, depuis 90, le champ politique aurait été déjà suffisamment décanté qu'on ne pourrait pas compter 15-20 partis pour le Togo. Ça n'a pas été fait, ce n'est pas encore fait, et donc souffrez de le constater. Oui, mais si le fait est aujourd'hui, c'est comme si la solution, par exemple, au problème des Togolais ne passait que par les partis politiques. Non, nous sommes dans un État. Vous avez des partis politiques qui ne sont pas les seuls acteurs de l'évolution du Togo. La dynamique de l'évolution du Togo n'appartient pas aux seuls partis politiques. Il ne faut pas que les politiques kidnappent le champ politique ou les thématiques de développement de notre pays. C'est ce qui se fait quand même aujourd'hui. Non, pas du tout. Vous avez la société civile. Le débat kidnappe. La société civile fait de débats un travail extraordinaire. Et je sais de quoi je parle. Parce que je représente une organisation qui s'appelle Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique. Et je sais ce que la société civile est en train de faire dans le pays. Vous avez même des intellectuels, des individualités, n'est-ce pas, qui s'expriment sur le Togo, qui sortent des articles dans des journaux, qui font des réflexions, qui organisent des conférences de presse. Quand vous prenez une association comme le GRAD, c'est une boîte à réflexion. Vous avez des professeurs d'université, certains qui ont pris de la retraite, qui sont réguliers sur des chaînes, comme le Kwakouvi, qui débattent, qui sortent de leurs opinions. Non, le débat politique n'est pas kidnappé par les politiques, mais vous savez aussi que là où les jeunes se retrouvent, là où les jeunes se retrouvent, quel que soit le lieu, ils parlent toujours politique. Vous savez, le fait même qu'il y ait stagnation politique fait que tout le monde est devenu politique, tout le monde en parle. Parce que quel que soit là où... Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, mais c'est un blocage. Quel que soit le domaine dans lequel vous trouvez, vous rencontrez la politique. Monsieur Niaoui, quand vous arrivez, vous avez un problème à la justice, vous arrivez, on vous dit, vous n'avez personne au placé, donc vous en souffrez. Vous vous rappelez de la politique. Vous voulez vendre des allumettes, on vous dit qu'il y a un homme politique, qu'il y a un responsable là-bas, et qui est en train de vendre ça.
Sur le champ économique, même la politique est présente. Les entreprises privées sont traquées quand on les soupçonne soutenir un parti politique de l'opposition. Donc, partout au Togo, vous passez, vous rencontrez la politique. Donc, vous ne pouvez pas l'ignorer. Parce que vous rencontrez la politique partout. Vous avez un problème d'école, vous vous rendez compte que c'est les services publics qui ne marchent pas. Vous arrivez dans un hôpital où vous n'avez rien. Vous vous rendez compte que le pays est mal géré. Partout. Partout. Et vous le constatez. Et pour répondre, pour solutionner cela, il faut créer des partis. Chacun a son choix. Tout le monde ne fait pas de la politique. Tout le monde n'a même pas envie de faire la politique. Si la situation se stabilise, se normalise, il y a des gens en politique qui vont quitter le parti politique, qui vont quitter les partis politiques. C'est pas tout le monde qui a envie de faire de la politique. Il y en a qui sont venus parce qu'ils veulent faire de la politique, mais il y en a qui sont venus par nécessité, parce qu'il faut intervenir. Vous voyez, M. Niaoui, il faut observer, nous sommes en train de suivre. Nous sommes dans un pays où nous assistons à la naissance de deux classes diamétralement opposées. Je parle de classe sociale. Diamétralement opposées. Regardez un peu dans la rue, quand les gens s'insultent. Quand vous êtes à un feu rouge, où vous avez une voiture 4x4, une voiture bien, et puis quelqu'un qui est sur moto, regardez, faites attention sur le regard des gens sur la moto. Il a l'impression que celui qui est dans ce véhicule-là est un pilleur de la République. Et aujourd'hui, nous sommes en train de suivre une situation très dangereuse parce qu'on va avoir des gens très très riches et des gens très 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 pauvres. Et nous avançons vers une oligarchie d'hommes d'affaires. Comprador. Et on n'est pas loin d'arriver à un moment où vous avez un peu comme dans l'ancienne Europe, des serfs et puis les autres qui travaillent. Alors, aujourd'hui, si nous laissons faire, c'est grave. Parce qu'il faut éviter que la classe moyenne disparaisse. Il faut éviter que la classe moyenne disparaisse. Mais on est en train de créer deux classes opposées. Les uns vont être métayés sur les terres des autres, travailler pour eux. Et c'est à cela qu'on avance. Mais le plus dangereux, c'est que j'ai l'impression, personnellement, j'ai l'impression que les gouvernants actuels veulent arriver à la situation suivante. Vous savez, dans des pays où il y a une pénurie d'eau, quand on fait l'irrigation, vous avez des plants alignés, mais on fait passer un tuyau sous chaque plante. Maintenant, pour arroser les plantes, on ouvre le robinet et c'est par goutte que l'eau tombe sous chaque plante. J'ai l'impression que c'est ce système d'irrigation que les gouvernants veulent appliquer aux Togolais. C'est-à-dire, si rien n'est fait et qu'on évolue, si la tendance actuelle est maintenue, on va arriver à un moment donné où, si vous, M. Niaoui, vous entendez 50 francs tomber dans votre poche, c'est eux qui l'ont libéré. Si une dame assise dans un quartier à Dewi reçoit 100 francs entre ses mains, c'est le pouvoir politique qui l'ont libéré. Et c'est extrêmement dangereux. Il ne faut pas le permettre. Comment ne pas le permettre? Des gens trouvent qu'il faut aller dans la société civile. Il y en a qui pensent qu'il faut passer par la politique. Il y en a qui passent par l'opinion libre. Il y en a qui passent par la presse. Chacun a ses moyens. C'est la liberté, hein? La démocratie, c'est la liberté, disait Aristote. Si vous demandez à Aristote c'est quoi la démocratie, il vous dit la liberté. C'est tout. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Enfin, vous reconnaîtrez quand même que c'est quand même une bonne nouvelle, une avancée, qu'on permette cette diversité politique, cette diversité dans la société civile, ce pluralisme dans les médias. Elle n'a pas été accordée. La diversité n'a pas été accordée. La diversité n'est pas un don des gouvernants. La diversité, la liberté, la portion, la marge de liberté que nous avons aujourd'hui a été obtenue de haute lutte. En 90, j'étais à l'université. Tout a commencé à l'université, j'y étais, je sais de quoi je parle. Ça a été obtenu de haute lutte. Ça n'a pas été accordé, le peuple togolais s'est battu. Vous savez, il y a des idées qui passent, qui disent, oui, les Togolais, ils ont peur, ils sont trop froids, ils sont trop cool. Les Togolais qui sont tombés à la lagune de Baie n'ont pas été noyés dans leur chambre. Hein. La lagune de Baie n'était pas dans les chambres des Togolais qui étaient tombés. Ceux qui étaient tombés au feu au jardin n'étaient pas dans leur chambre.
ils étaient sortis. Et malheureusement, le Togo a enterré plus de citoyens que toute la sous-région réunie où on a l'alternance, la démocratie aujourd'hui. Donc les Togolais se sont battus pour obtenir ce qu'ils ont aujourd'hui. Qu'on leur dise pas, oui, quand même, aujourd'hui vous exprimez, vous êtes libre de parler, oui, vous êtes à la télé, avant c'était pas possible. Nous l'avons obtenu de haute lutte et des gens sont décédés pour ça, des gens sont tombés sur ça et je me prosterne sur leur mémoire. C'est de haute lutte, du sang a coulé. Donc il ne faut pas qu'on nous dise, oui, au moins aujourd'hui, acceptez, réjouissez-vous que ça a évolué. Non, ça je ne veux pas l'entendre. Alors, Tikpi Etchadam, le Parti national panafricain, on le sait, à un moment donné, est rentré dans le front Tchoboé. Qu'est-ce que devient ce front? Le front Tchoboé a été créé dans des circonstances précises, pour un objet précis, et cet objet a été épuisé, et donc, à la veille des élections, le PNP avait quitté le front Tchoboé pour laisser la liberté à chaque membre, à chaque parti politique de Tchoboé de décider librement ou de donner librement sa consigne de vote. Et donc, le Front Tchoboé a organisé des activités, vous avez suivi, les sit-ins, les meetings, les marches et tout ça. Même une marche à la veille de la campagne électorale qui a démarré du pont d'Agoy vers le GTA. Certainement, vous êtes au courant de ça. Mais à la veille des élections, le PNP a quitté le Front Tchoboé. Nous avons fait ce que nous avons pu avec des amis. Nous en sommes très heureux. Et je les salue au passage. Mais nous avons quitté le Front Tchoboé à la veille des élections. Mais en quittant aussi, nous sommes allés donner notre consigne à nos militants de rester à la maison, de ne pas aller voter. Pourquoi? Parce que les résultats étaient connus d'avance. Vous avez prôné le boycott aussi. Oui. Les résultats étaient connus d'avance. Et nous avons dit à nos militants que même avant les élections, si vous approchez le pouvoir, vous allez avoir les résultats. Et donc, ce n'était pas la peine de se fatiguer. C'était gagné d'avance. Et je vous assure que nous ne sommes pas sûrs que ce que l'on a déclaré comme résultat pour chaque candidat, je ne suis pas sûr que c'est ce que ces candidats-là ont eu. La vérité se trouve ailleurs. Ou bien l'on a eu moins de voix, ou l'on a eu plus de voix. Et très certainement, Faure a eu moins de voix, mais Jean-Pierre Fabre a eu plus de voix que les voix qu'on lui a accordées. Certainement, Tchabouré Bogué a eu plus de voix que les voix qu'on lui a accordées. Mais Tchassona a eu plus de voix qu'on lui a accordé. Et Jerry Tama aussi a eu des voix plus que ce qu'on lui a accordé. Les résultats étaient là. C'est ce qui explique le cafouillage de la CENI. Vous avez suivi en direct cette pagaille électorale. C'est ce que tout le monde prend aujourd'hui comme preuve. Hein? C'est une pagaille électorale. C'est parce qu'on était obligé de donner des résultats déjà ficelés. Parce que le sort de chaque candidat était scellé d'avance. Et donc, le président de la CENI était obligé de s'embrouiller. Le grand frère était obligé de s'embrouiller. Parce qu'il avait des résultats qu'on lui demandait de proclamer, mais il a vu ce qui est arrivé. Donc, je répète encore une fois que ce n'est pas ce qu'on a proclamé. Mais vous dites à l'instant que vous avez quitté le Front Tchoboé à la veille de la présidentielle. Est-ce que c'était pour vous une manière de reconnaître l'échec de tout ce que vous avez prôné au Front Tchoboé? Pourquoi vous parlez d'échec? Pourquoi vous parlez d'échec? Le Front Tchoboé a dit: nous voulons faire en sorte que l'on ait les réformes avant les élections. Ce qui n'a pas été le cas. S'il n'y a pas de réforme, les élections ne seront pas crédibles. Il n'y a pas eu de réforme, nous nous sommes battus. Ce qui est important, c'est que nous nous sommes exprimés pour dire aux gens: les élections ne seront pas crédibles. C'est gagné d'avance par le parti au pouvoir. Oui, si je vous pose la question comme ça, c'est parce qu'on a entendu certains du Front Tchoboé. Nous n'avions pas une obligation de résultat, M. Niaoui. Ils prétendent quand même vouloir bloquer les élections. On a entendu. Nous n'avons pas parlé de bloquer, nous avons parlé de boycott actif. Non, il y a des gens qui ont prononcé le mot bloquer les élections. Qui étaient membres, je ne vais pas en citer sur ce plateau, mais qui étaient membres du Front Tchoboé. Admettons que je vous l'accorde. Nous n'étions pas tenus par une obligation de résultat, mais une obligation de moyens.
Et si nous avons mis tous les moyens à notre disposition pour protester et exiger la réforme. Est-ce que ce n'est pas parce que le résultat n'y est pas que vous dites ça aujourd'hui? Non, mais pourquoi nous l'avons dit au début? Nous ne sommes pas les nouveaux venus de la scène politique. Nous avons suivi la scène politique togolaise depuis plusieurs années, avant même 90. Donc nous savons où nous mettons nos pieds, donc nous pouvons anticiper. C'était une anticipation. Ce n'est pas parce que les résultats sont comme ils sont que nous en parlons. C'était facile de le prévoir, non? Le fichier électoral. Vous n'avez pas vu les résultats? Il y a eu des débats là-dessus, on le sait. Oh, bien sûr, ce qui s'est passé, le général malien qui est venu, mais qu'il raconte Sangaré qui raconte ce qu'il a vu. Il faut que Sangaré écrive un jour un livre pour dire ce qu'il a vu au Togo. Il faut inviter les membres de la CENI, de l'opposition, pour qu'ils disent ce qu'il en est. Nous avions une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat. Et le Front Tchobé a fait ce qu'il a pu. Nous nous sommes fait entendre et c'est le plus important. Mais aujourd'hui, le résultat est là. Vous estimez quand même aujourd'hui, au regard de cela, parce que vous dites que tout était prévisible, mais certains de vos collègues de l'opposition, ils sont allés quand même. Oui, c'est leur responsabilité. Nous respectons leur choix. Si nous avons décidé de ne pas aller, c'est à l'issue des débats que nous avons eus à l'intérieur de notre parti politique. Entre responsables, entre les différents organes qui animent les instances politiques du parti, à la base avec nos militants, et nous avons pris notre décision. Nous ne pouvons pas reprocher à un autre parti qui a mené le même débat à l'interne et qui est parvenu à la solution selon laquelle il fallait aller. Nous respectons le point de vue de chacun. Ceux qui sont allés, nous les respectons. Nous échangeons, nous avons dit qu'il ne fallait pas aller. Mais nous n'avions pas d'autorité sur leur parti politique. Ils ont une autonomie de gestion de leur parti politique. Ils ont décidé, en connaissance de cause aussi, à l'issue d'un débat à l'interne, donc nous n'avons pas de reproche à leur faire. L'échec à cette présidentielle est quand même une responsabilité partagée pour l'opposition. Pourquoi vous parlez d'échec? Je vous dis que les résultats ne sont pas ce qu'ils sont. En fait, ce que nous avons là, nous ne pouvons jouer que sur ce qui a été rendu public. Moi, nous ne sommes pas dans le secret des dieux pour savoir s'il y avait d'autres résultats. Même quand vous savez que ce qui a été rendu public ne tient pas, quand vous savez toutes les irrégularités, toute la fraude qui a été organisée. Nous savons une chose, c'est qu'il y a une commission qui est en charge de cette élection qui a rendu des résultats. Monsieur Niaoui, moi j'ai vu les travaux qui ont été faits sur le fichier électoral. Moi j'ai vu comment on a fait voter des gens qu'on a transportés de l'extérieur. Moi j'ai vu de mes propres yeux. Monsieur Niaoui, hors micro, hors studio, approcher les gens de la CENI, de la partie présidentielle. Ce n'est pas des gens qui vivent en dehors de la société, hein. C'est des amis aussi. Les membres de la CENI, de UNIR, c'est des amis, c'est des camarades, on se connaît. Les responsables politiques de UNIR, ce n'est pas des extraterrestres. Ils vivent parmi les gens. Ils ont des amis, ils ont des frères, ils ont des gendres, ils ont de belles familles, ils parlent, ils le savent. Approchez un membre de la Cour constitutionnelle un jour, demandez-lui, depuis là vous dites qu'il y a de mal gagné, fort gagne. Est-ce que c'est vrai? Si je vous dis la vérité, il vous le dira. Et ils le savent. Tout le monde le sait, personne n'est dupe. Comment vous pensez que un peuple va voter toujours pour un pouvoir qu'il affame? Les Togolais s'enfoncent de plus en plus dans la misère. Le VI n'est pas garanti. Et vous dites que ces mêmes personnes votent toujours pour le même pouvoir. Vous faussez même la psychologie humaine. Vous n'avez pas un seul peuple qui agit comme ça. Alors, pourquoi tout autour de vous, tout change? Vous voulez dire que le peuple seul, le peuple togolais ne veut pas le changement? Au Bénin, ça change. Le Burkina va finir tout de suite, dans quelques années. Au Ghana, vous savez que c'est stable. Il ne reste que la mer. L'État là-bas est animé par les poissons. Peut-être qu'ils vont avoir les poissons vont avoir la démocratie avant nous. Voilà la situation. On ne peut pas dire que les Togolais ne veulent pas l'alternance. Ce n'est pas possible. Ni l'histoire des peuples qui constituent le Togo aujourd'hui, ni leur culture ne justifient cette affirmation. Parce que c'est les mêmes peuples. C'est les mêmes peuples. Les Evé et les Fonds, c'est le même peuple. Les Evé sont un pont entre les Yoruba et les Ashanti. D'abord, c'est le Burkina, vous le savez. La région centrale du Togo, Sokoro et Bafilo, c'est une délocalisation de l'Empire Mandingue. Vous le savez.
Mais tout se passe autour de nous de façon très bien. Vous dites que les Togolais sont les seuls en Afrique de l'Ouest à dire non, oui, la famille Yacine c'est très bien, il faut qu'elle soit là. Nous, on veut une monarchie. Oui, mais quand c'est alors que tous ces peuples ont connu une monarchie constitutionnelle. Quand c'est les personnes qui aujourd'hui offrent aux yeux de ce peuple-là une certaine crédibilité, qui ont un programme qui tient la route, Monsieur le Président, j'ai envie de vous demander, que voulez-vous? Un programme qui tient la route, des dirigeants qui ont une crédibilité avec des services sociaux de base inexistants. Vous voulez dire que l'éducation marche bien? Que nos enfants sont assis dans des classes? Les appâtants, pour moi, ce n'est pas des classes. Pour un bâtiment à 3 classes, il faut 15 millions. Il y en a qui se promènent avec 15 millions dans la poche. L'argent de l'État. Vous voulez me dire que nos hôpitaux c'est des hôpitaux? La dernière fois, nous avons fait une formation au PNP, au siège du PNP, où nous avons présenté, un médecin nous a présenté un profil type d'un dispensaire ou d'un hôpital. C'est-à-dire qu'il vous dit, pour qu'on parle d'hôpital ou de dispensaire ou de centre de santé, voilà ce qu'il faut en matière de ressources humaines, en matière de matériel, en fait de matériel. Et voilà ce que nous avons quand nous arrivons au CHU de Tokoin, par exemple. Le parallèle est frappant, M. Niaoui. Essayez, faites l'exercice. Vous me dites que les gouvernements sont crédibles dans ça, pendant qu'ils se soignent à l'étranger de maux de tête. Vous me dites, quand j'apprends une fois que une dame, une maîtresse a reçu une poutre sur la tête, je l'ai lu dans un journal, une poutre sur la tête en 2015, dans une salle de classe. Vous me dites que les gouvernements sont crédibles, qui présentent un programme mieux écrit et un programme mis en œuvre, c'est deux choses différentes, M. Niaoui. Vous le savez très bien. Ne me dites pas que les gouvernements actuels sont crédibles. Ne me dites pas qu'ils ont un bon programme. Je n'ai pas encore vu la mise en œuvre d'un bon programme. Ou bien vous voulez parler de ces travaux, ces grands travaux, entre guillemets, qui consacrent l'endettement du pays. Vous n'avez pas un outil aussi performant pour soumettre un État. Vous n'avez pas un outil aussi performant que l'endettement. Nous courons à l'endettement. Qui va payer? Qui va payer, M. Niaoui? Sylvanus Olympio, paix à son âme, a fait construire l'hôtel Le Bénin qui est bis aujourd'hui sans emprunt. Sans emprunt, paix à son âme. Il avait montré la voie. Aujourd'hui, nous courons à l'endettement. Nous courons à l'endettement. Oui, les grands travaux. C'est de ça que vous voulez me parler? En fait, tout cela, est-ce que vous êtes en train de vous dédouaner, l'opposition? C'est quoi se dédouaner? Votre responsabilité. C'est quoi notre responsabilité? Parce que nous avons bien gouverné, nous avons mal gouverné. Non, en fait, ce que je vous demande, pas ce que je veux vous demander, c'est que vous voulez provoquer l'alternance et vous ne faites pas tout pour vous donner les moyens. Les gens ont eu la chance, par exemple, d'obtenir les réformes qui auraient pu changer les choses. Ils ont tout fait pour que ça n'arrive pas. C'est où la chance d'obtenir les réformes? Quand nous parlons de réforme, en réalité, c'est pas quelque chose, c'est pas un travail à faire. Hein. Nous sortons de l'accord politique global signé par les partis politiques de l'époque, avec l'implication de la société civile et des partenaires qui étaient là, qui ont été impliqués. Et un document a été signé sur un certain nombre de réformes à faire. Il s'agissait tout simplement de mettre en application ce qui a été signé. On n'avait plus de travail à faire, M. Niaoui. Donc, vous ne pouvez pas reprocher aux gens d'avoir mal travaillé, d'avoir mal fonctionné pour avoir les réformes. C'était fini, il fallait faire des réformes. S'ils avaient voulu faire les réformes, le pouvoir n'avait pas besoin de l'opposition pour faire les réformes. Est-ce que pour le tripatouillage de la Constitution en 2005, ils avaient besoin de l'opposition? En 2 jours, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Faure est revenu à l'Assemblée, président de l'Assemblée nationale, et tout ce qui s'en est suivi, vous avez suivi aussi. Le pouvoir n'a pas besoin d'opposition pour faire adopter les réformes. Ça n'a pas été fait. Vous êtes le seul pays aujourd'hui où le vote de scrutin est encore à un tour. Vous êtes l'un des rares pays où la diaspora ne vote pas. Quand vous quittez le Togo, vous perdez votre droit de vote. Vous avez vu les Guinéens à l'étranger voter? Les Togolais à l'étranger ne votent pas. Vous êtes l'un des rares pays. Comment se fait-il?
Maintenant, on ne reproche pas quelqu'un qui ne gouverne pas ou qui n'est pas aux affaires. C'est eux qui sont aux affaires. C'est eux qui sont au gouvernail. Moi, je veux parler des moyens quand même à mettre en œuvre pour obtenir un certain nombre de choses que vous réclamez dans l'opposition. Nous parlons de réformes. Toute l'opposition parle de réformes et je venais de vous dire en parler, ça ne suffit pas. Vous proposez un moyen? Il y a quand même des choses à faire. Il ne suffit pas d'en parler, de dire. Quoi par exemple? Est-ce que vous pensez, vous par exemple, que c'est des choses qui se donnent sur un plateau d'or? Pourquoi vous parlez de données? Vous êtes dans l'arène politique, monsieur le Président. Niaoui. Dans une arène politique, ça ne se donne pas comme un biscuit. Monsieur Niaoui, dans l'arène politique, on respecte ses engagements. Encore que ces engagements ont été signés. Si le pouvoir refusait de signer l'accord politique global, d'accord. En ce moment, même jusqu'à ce soir, le travail est entier, le chantier est entier. Il faut respecter ses engagements, c'est tout ce qu'on demande au pouvoir. Les réformes, ce n'est pas quelque chose de quémandé ou qu'on demande, qu'on accorde. C'est signé d'avance. Il faut le mettre en œuvre, c'est tout. Il n'y a pas un travail à faire pour obtenir les réformes. C'est que l'opposition a été obligée de faire un travail supplémentaire. Et c'est dans ce travail supplémentaire que vous lui reprochez. En fait, tout le monde reconnaît quand même aujourd'hui. Monsieur Niaoui, nous demandons tout simplement. En juin 2014, par exemple, l'opposition aurait pu être souple sur un certain nombre de choses qui lui étaient demandées et obtenir ces réformes, ce qui n'a pas été fait. Donc, vous ne voyez aucun tort dans l'opposition. Monsieur Niaoui, vous avez l'accord politique sur un certain nombre de choses. Signé. Il suffit de respecter les engagements. Les accords doivent être exécutés de bonne foi. Il y a une mauvaise foi de la part du pouvoir. Nous sommes en politique, monsieur le Président. Nous sommes en politique. Vous avez des lois, vous avez des accords et vous retombez dans le droit. Les accords légalement formés tiennent lieu de loi. Quand vous signez, vous vous engagez, vous devez respecter. Vous ne voyez pas que ceux qui font la politique, c'est souvent des juristes? Il faut tirer un lien par là. Et c'est les mêmes qui refusent de respecter les accords. C'est qui les juristes de l'opposition qui refusent de respecter les accords? C'est le pouvoir qui refuse de respecter les accords. Maintenant, dites-moi, le scrutin à un tour, quel pays a encore un scrutin à un tour? Et vous savez que le scrutin à un tour est moins démocratique que le scrutin à deux tours. Le scrutin à un tour fait élire des présidents minoritaires. Vous le savez, ils le savent. Ils le savent, même quand ils l'avaient adopté. Ils le savaient. Beaucoup l'ont dit et la réponse qu'on leur donne, c'est que le cas ne s'est jamais posé au Togo. Parce que vous n'avez pas de documents où des gens ont réfléchi, où ça a été appliqué. Des gens ont écrit sur la base des expériences. Même le scrutin de liste qu'ils adoptent. Le Togo n'est pas la Suisse. Le Togo n'est pas la Belgique. Ça a été adopté du temps de Bojona. Bojona a reçu le cours de M. Yagla, paix à son âme. Le professeur Yagla avait été très clair sur le mode de scrutin. Et il a dit à ses étudiants, le meilleur scrutin entre les deux, c'est le scrutin à deux tours, tout le monde le sait. Le scrutin de liste, c'est pour favoriser les petits groupes. Quand un pays a des problèmes, quand un pays risque la scission, la dislocation, on fait en sorte que les petits partis viennent encore contribuer à la décision. C'est pour ça qu'on fait un scrutin de liste. Aujourd'hui, avec le scrutin que nous avons, mais quand même, nous demandons tout simplement au pouvoir que s'il signe quelque chose, qu'il le respecte. Alors, c'est tout. Monsieur le Président, cette élection, elle est passée aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Les Togolais attendent maintenant les locales. Et vous savez que certains diplomates accrédités au Togo ont déjà appelé à l'organisation de ces locales. Maintenant, qu'est-ce qu'il incombe à l'opposition de faire pour qu'on aille à ces locales-là? Oui, vous savez, les locales, nous en parlons nous aussi. La décentralisation, tout le monde sait, deux enjeux principaux, la démocratie locale et le développement local. Mais figurez-vous, la première loi sur la décentralisation au Togo remonte à 1998. Après, il y a eu la loi de 2007 sur la décentralisation et les libertés locales. Des partis ont commencé après le Togo, mais ils sont déjà dans la décentralisation effective. De la loi de 98 à aujourd'hui, le Togo n'est pas encore en décentralisation. Elle n'est pas effective. Les communes continuent d'être gouvernées et dirigées par des présidents de délégations. Certains sont même vieillissants, il y en a qui sont déjà morts.
qui sont nommés par décret du président de la République, vont-ils répondre aux aspirations profondes des populations ou vont-ils respecter seulement celui qui a le pouvoir de les démettre? Parallélisme de forme oblige, celui qui est capable de prendre un décret pour vous mettre quelque part, il prend le même décret, il vous dépose. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le pouvoir togolais veut aller au paradis, mais il ne veut pas mourir. On veut la décentralisation, mais on a peur des élections locales. Du moins, on veut s'assurer de gagner dans les villes principales. Les grandes villes comme Lomé, par exemple. Avant de lancer les élections locales. Ça, c'est important aussi. Hein. Il ne faut pas laisser les grandes capitales aux mains de l'opposition. Alors que l'administration du type jacobin nous vient de la colonisation de la France. La décentralisation était là en Afrique, vous le savez. L'Égypte pharaonique, le Kemet, était gouverné sur la base de la décentralisation avec le nom, à la tête d'un homme de vizir. Les grands empires du Mali, du Ghana d'abord, donc le Mali, le Ghana, le Songhai et autres, étaient administrés sur une base de la décentralisation. Donc ce n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, il faut aller à la décentralisation, mais on veut s'assurer qu'on a les grandes villes. C'est ça. Donc, il y a une question de volonté politique qui est là. Les partenaires, ils insistent là-dessus. Ce n'est pas d'hier qu'ils le font. Ils en parlent tout le temps. Mais au sortir de cette présidentielle, plus personne ne parle de la décentralisation hein, dans les partis politiques. Dites plutôt que vous n'entendez personne en parler. Quand je vous parle de la formation, de l'information au niveau du PNP, nous présentons la décentralisation et les intérêts de la décentralisation et comment concrètement elle va s'effectuer. C'est en parler. C'est en parler. La place publique, bon, c'est ce que je veux dire. Oui, bien sûr, on en parle. Vous avez des intellectuels aussi qui portent le message, qui en parlent. Oui, tout le monde en parle, mais vous avez un pouvoir sourd d'oreille. Alors, Monsieur le Président, nous arrivons à la fin de cet entretien. Je vais vous faire dire quelques mots sur l'actualité internationale. On sait que ce dimanche 25 avril, 25, je pense déjà à l'élection du Togo, ce dimanche 25 octobre, la Côte d'Ivoire va se rendre aux urnes pour la présidentielle. Là, vous voyez, quand vous voyez il y a déjà 3 candidats qui sont retirés. Le dernier en date, c'est Charles Konan Banny. Quand vous voyez, est-ce que vous donnez beaucoup de chance à l'opposition de renverser Ouattara ou il passera à tous les coups? Comme vous dites, vous avez Charles Konan Banny, vous dites qu'il vient de se retirer. Il reste maintenant Alassane Ouattara du RDR et Pascal Affi-N'Guessan du FPI. Et puis d'autres comme Claire, Adjoa et autres. Vous savez, dans le cas de la Côte d'Ivoire, moi, j'ai l'impression que Alassane Ouattara a écarté le principal challenger. C'est Laurent Gbagbo. C'est vrai, quand vous suivez, moi je suis la campagne ivoirienne. Quand vous suivez la campagne, vous voyez que Affi-N'Guessan, Pascal Affi-N'Guessan, il a quand même de la foule. Il a du monde. Mais on estime qu'il n'est pas charismatique. Le charismatique a été écarté. Imaginez une campagne Affi-N'Guessan ensemble avec Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé, il ne faut pas oublier. Le leader de la jeunesse. Si était complètement différent. On aurait eu une campagne différente. Donc maintenant, Ouattara a écarté Gbagbo et Blé Goudé. Vous suivez aussi, vous êtes un homme de médias, vous êtes un homme averti de ces questions-là. L'ombre de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé plane sur ces élections-là. Bien évidemment. Et moi, j'ai comme l'impression que le débat électoral sur la Côte d'Ivoire se joue et au TPI, ça se passe là-bas, et en Côte d'Ivoire, Ouattara va l'emporter parce que le meilleur challenger n'est pas là. C'est ce que je pense. Je peux me tromper, mais c'est ce que je pense. Sur la Guinée, Alpha Condé s'est fait élire dès le premier tour de cette élection, alors que M. le Président, il vous en souvient, il y a 5 ans, au premier tour, Alpha Condé n'avait que 18%, quand son challenger avait 44%. Il a réussi par quelle alchimie à gagner au second tour. Et aujourd'hui, 5 ans après, au premier tour, il gagne 57%. J'avoue que j'ai été surpris.
Et même au PNP, quand nous en avons discuté au bureau, tout le monde était surpris. On était unanime là-dessus. À la limite, on s'attendait à un deuxième tour. Mais vous voyez que des gens disent là-bas qu'il y a eu des problèmes. Maintenant, si les gens se plaignent... Est-ce qu'il n'y a pas entre la Guinée, cette élection guinéenne et Togo, trop de parallèles? La Guinée et le Togo, c'est différent. Pour le Togo, vous avez un ordinateur planté. Aucune action ne peut faire bouger. Il faut attendre. L'ordinateur est planté. Et en Guinée, je m'excuse d'être excessif sur ce point-là. Et en Guinée, on a... En Guinée, c'est pas la même chose. Vous savez, la Guinée a connu une histoire politique différente du Togo. Et seulement au début, ils ont eu des chefs d'État qui avaient l'amour de la liberté. Ça, c'est vrai. Et des gens qui avaient une vision de l'Afrique. Ça, c'est vrai. Mais après, on n'a pas eu la même trajectoire politique. Mais, j'avoue que j'ai été très surpris. Mais dans l'Indialo dit qu'il y a eu de fraude. Mais si des gens se plaignent aussi, c'est que certainement, il y a eu de problèmes. Mais je n'ai pas de données exactes pour nous prononcer là-dessus. Donc, au risque de raconter des choses inexactes, je me réserve. Mais je vous dis, notre surprise, par rapport à ces résultats-là. Bon, j'espère qu'il va être à son dernier mandat. Et puis, bon, on va voir ce qui va se jouer au bout de 5 ans. C'est en cela que l'alternance est intéressante. Dernière question, est-ce qu'au regard de ces élections, on sait que cette année 2015, il y a au moins 11 pays africains qui votent ou qui voteront. Est-ce que la démocratie africaine avance ou elle recule? Parce que ce dimanche également, vous savez très bien qu'il y a un référendum qui se prépare également en Guinée. Oui. Quand vous penchez sur la littérature relativement à la démocratisation de l'Afrique, il y a des États qui ne connaissent pas la même trajectoire. Dans certains pays, vous êtes vraiment satisfait. Quand vous prenez des pays comme le Bénin, ça va. Quand vous prenez le Ghana, ça c'est vieux, c'est stable. Quand vous prenez le Sénégal, c'est encore bien. Donc, il y a des États qui ont quand même évolué en matière de démocratie. Au Ghana, aujourd'hui, quand on annonce les élections, vous ne voyez pas les gens sortir du pays. Se mettre à l'abri, faire des provisions, ça n'existe pas. Au Bénin aussi, quand il y a élection, il n'y a aucun problème. Dernièrement, le Bénin a pleuré tout ce que le coup paie à son âme. Ça avance, la démocratie avance. Il y a des retardataires, ça c'est vrai. Il y en a qui sont au devant de la marche. Il y a des retardataires, mais il y en a qui n'ont pas encore quitté la maison. Ceux qui sont devant, c'est le Sénégal, c'est le Ghana, le Bénin. Ceux qui sont en route, c'est peut-être les pays comme le Niger et d'autres pays que vous connaissez. Mais ceux qui sont encore à la maison, je dirais que c'est le Togo. Mais j'ai envie de dire une chose par rapport au blocage du Togo. Vous savez, nous sommes dans une logique de j'organise, je gagne. Et c'est très subtil le schéma que nous vivons. Les pouvoirs sur lesquels les gouvernants s'appuient pour rester au pouvoir pendant longtemps n'ont pas compris une chose. C'est-à-dire les forces sur lesquelles ils s'appuient pour rester n'ont pas compris une chose. Vous savez, c'est la logique du piquet et du bœuf ou du mouton. Quand vous plantez un piquet, vous venez attacher un mouton ou un bœuf. En réalité, c'est eux le piquet et le mouton qui sont attachés. Mais le piquet a l'impression que c'est le bœuf seul qui est attaché. Vous ne suivez pas l'image. Je vois. Vous avez un mouton, on n'a pas été éleveur, vous n'avez pas fait le village. Ce que vous voulez dire. Vous avez un mouton, vous avez une corde au cou du mouton ou un bœuf. Vous voulez l'immobiliser et partir pour qu'il ne s'évade pas. Vous l'attachez à un arbre. Vous l'attachez à un arbre, mais je préfère un piquet. Le piquet a l'impression que c'est le bœuf seulement qui est lié. Alors en réalité, lui aussi il est lié. Il a l'impression de commander le mouton. Très philosophique votre... La corde laisse des traces au cou du mouton, mais la même corde laisse des traces sur le piquet. Et même là, le mouton, le bœuf a quand même une marge de manœuvre, un espace de liberté que le piquet n'a pas. Mais le piquet a l'impression de tenir le bœuf. Mais le maître du jeu, c'est le propriétaire du bœuf qui l'a attaché. Et le sort du piquet, c'est d'être jeté un jour, et le sort du bœuf, c'est d'être égorgé un jour. Donc le piquet a son destin lié au destin du bœuf. Son destin n'est pas lié au destin du propriétaire du bœuf.
C'est très important. C'est assez philosophique. On y reviendra une autre fois pour approfondir tout cela. Ce sera un plaisir. Maître Tikpi Etchadam, président du Parti national panafricain, merci d'avoir répondu. C'est moi qui vous remercie, M. Niaoui. C'est un plaisir. C'est la fin de cette émission. On est sur l'actualité. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à l'équipe technique qui a travaillé à sa réalisation. Je vous retrouve le dimanche prochain. Prenez soin de vous. Chaque jour est une grâce.